chef du parti qui s'appelait Reince Priebus, qui est devenu son premier directeur de cabinet. Voilà, enfin, donc des gens qui avaient un peu d'expérience à Washington, qui sont venus travailler avec lui à la Maison-Blanche. Et le deuxième profil qu'il est allé chercher, c'est, de manière assez surprenante, mais ça a plus ou moins bien fonctionné, c'est des anciens généraux. C'est-à-dire que des anciens généraux qui étaient à la retraite et qui n'étaient pas nécessairement trumpistes ou républicains, mais qui ont sans doute un sentiment de noblesse oblige, ou qui sont dit on est des serviteurs de l'État, il faut qu'on revienne. Et donc c'est pour ça qu'on a eu un ancien général nommé au ministère de la Défense en 2016, mais aussi directeur de la Sécurité nationale et conseiller à la Sécurité nationale, et aussi plus tard directeur de cabinet, l'ancien gouverneur général Kelly. Et donc, c'était pas les hommes de Trump, c'était des gens expérimentés qui l'ont entouré. Et finalement, Trump, on voit bien qu'il n'était pas très satisfait de cette équipe-là, puisque dans son second mandat, j'y reviendrai, il est allé chercher des gens totalement différents. J'y reviendrai. Deuxième leçon du premier mandat, c'est que Trump, quand il est arrivé en 2016 à la Maison-Blanche, ne connaissait pas, voire ne comprenait pas les institutions des États-Unis. Il n'avait sans doute pas prêté attention pendant les cours d'éducation civique à l'école, donc on voit bien qu'il n'avait pas tout à fait pigé qu'est-ce que fait un président, comment il négocie avec le Congrès, quelles sont les fonctions respectives des deux chambres du Congrès, comment la Cour suprême intervient là, que font les hauts fonctionnaires, donc ce qui relève du politique, ce qui relève de l'administration. Il a découvert tout ça. Et ce qui fait que, même si ça, on imagine mal, mais finalement avec le recul, on se rend compte qu'il a sans doute été un peu intimidé par la grosse machine administrative du gouvernement des États-Unis, et que sur beaucoup de points pendant le premier mandat, il a eu des idées, des velléités, il voulait faire des choses, et ses conseillers autour de lui ont dit non. Voilà. Donc il y avait des garde-fous, en fait. Typiquement, c'est dès le premier mandat, en fait, il avait voulu faire une grande parade militaire dans les rues de Washington, un peu sur le modèle de la parade du 14 juillet en France. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2017, dans sa première année, il avait été invité par Macron pour aller assister à la parade du 14 juillet. Il a été impressionné, et donc il voulait faire pareil. Et là, on voit bien que c'est l'armée des États-Unis qui, dans le premier mandat, a dit non, nous, on fait pas ça. Nous, on n'est pas une armée de flonflons, de parades, on n'a pas l'habitude, ça abîme la route, on ne sait pas si les gens apprécieraient et viendraient, ça pourrait faire un flop, bon bref. Puis peut-être qu'on n'a pas nécessairement envie de montrer tout notre matériel militaire au monde entier, c'est bien de garder certains trucs secrets. Bon, donc l'armée, par exemple, avait dit non. Idem pour... ça lui trottait dans la tête depuis longtemps, Trump, par exemple, de bombarder l'Iran pour détruire le programme nucléaire iranien. Et on voit bien avec le recul que dans le premier mandat, ça ne s'est pas passé. Parce que les diplomates, l'armée, là aussi, ont dit non, il y a des traités, on ne peut pas faire ça, l'ONU ne seront pas contents, bon, voilà. Donc, avec le recul, ou plutôt, sur le moment, la première présidence Trump, elle nous a paru un tourbillon de folie. Avec le recul, on se dit que ça aurait pu être bien pire. Voilà. Et qu'il y avait quand même, alors en anglais on dit adults in the room, c'est-à-dire les adultes dans la pièce, c'est-à-dire des gens qui étaient capables de lui dire non, monsieur le président, c'est pas possible, on fera pas ça. Et il a suivi dans le premier mandat, c'est-à-dire qu'il avait, donc j'ai dit, ses pulsions, on lui a dit non, il les a remis dans sa poche. Et après coup, il en a nourri un grand sentiment de frustration, de colère contre ces gens. C'est ça qu'il a fini par appeler, et il avait sans doute raison en fait. Quand à la fin de son premier mandat, il a commencé à parler de manière très négative de ce qu'il appelait le deep state, l'état profond. Et tout de suite, on a dit, oh là là, il délire, c'est une théorie du complot. Mais non, bien sûr qu'il y a un état profond.
dans tous les régimes politiques qui fonctionnent, il y a un État profond. Alors on n'est pas obligé de l'appeler comme ça, mais il y a bien, en français on parlerait de continuité de l'État. Là on voit bien que quand on n'a pas de budget, pas de gouvernement, la machine tourne. C'est bien parce qu'il y a des fonctionnaires qui suivent leur process et répondent aux mails et font leur boulot. Donc on pourrait appeler ça l'État profond, c'est-à-dire l'État qui est là tout le temps, indépendamment des soubresauts du politique. Alors, si c'est vrai en France, c'est en réalité encore plus vrai aux États-Unis, parce qu'on ne peut pas avoir... Ça aussi, c'est une vision française que les États-Unis, c'est la jungle capitaliste, que comme c'est un pays décentralisé, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas l'ENA, tout ça. Effectivement. Mais il y a un État fédéral énorme, puissant, surpuissant. On ne devient pas la puissance mondiale que sont les États-Unis sans avoir des millions de gens qui bossent dans des bureaux à Washington, mais aussi dans toutes les branches du gouvernement fédéral, dans les États. Dans tous les États, vous allez avoir un bureau du FBI, du ministère de l'Agriculture, j'en passe. Sans parler des bases militaires. L'armée, c'est l'État profond. Par exemple, ça n'est un bras. Donc les États-Unis ont un État profond qui a, on pourrait dire, en fait, je pense, tenu la baraque pendant le premier mandat, en se disant... Ça souffle, c'est la tempête, on va faire le dos rond, et puis ça passera. Bon, à l'évidence, c'est pas passé, puisque Trump est revenu au pouvoir. Alors ça aussi, alors j'ai dit que c'était un exploit politique, c'est aussi, quand on y repense, un peu rocambolesque, parce qu'il faut se rappeler comment Trump est parti du pouvoir en 2021 en fait. Rappelez, le 6 janvier 21, quand le Congrès devait valider les résultats de l'élection présidentielle, qui est d'habitude une étape du processus électoral complètement bénigne, qui est automatique, c'est le jour où il y a eu l'insurrection contre le Capitole. Avec, une émeute, une insurrection, une tentative de coup d'État. Moi, je penserais plutôt pour une tentative de coup d'État. En fait, voilà, un perdant qui refuse le résultat de l'élection et qui bascule dans la violence, qui attaque physiquement le Parlement, donc le Congrès des États-Unis, et à l'intérieur les élus du peuple, en les empêchant de valider le choix électoral du peuple, c'est une remise en cause très grave des institutions. Et en fait, sur le coup, tout le monde a pensé que c'était la fin du Trumpisme, parce qu'il était allé trop loin. Et en réalité, on a pris nos désirs pour nos réalités. Enfin, nous, et beaucoup d'Américains aussi. Parce que le soir même de l'insurrection, quand finalement la police a repris le contrôle, le Congrès s'est de nouveau réuni, parce qu'il fallait, parce que quand les émeutiers sont rentrés dans le Congrès, les membres du Congrès étaient en train de voter, donc le vote avait été interrompu. Donc il a fallu reprendre le vote. Et l'émeute elle-même, elle était motivée par quoi ? Enfin, c'était Trump qui avait fait en début d'après-midi un discours à ses troupes pour dire que le Congrès ne devait pas valider les élections parce qu'il y avait eu des fraudes, des triches, que Biden avait triché pour être élu. Donc il fallait empêcher les résultats d'être publiés, quoi. Et donc, il y a l'émeute qu'on sait, l'insurrection que l'on sait, et quand les congressmen sont revenus siéger, la majorité du groupe parlementaire républicain a voté contre la validation des résultats. Alors que d'habitude, c'est 100%, c'est vraiment c'est symbolique, quoi. Le Congrès, il vote à 100% pour valider les résultats. Là, les républicains ont voté contre les résultats. Quelques heures après l'émeute qui leur demandait de faire ça, c'est-à-dire explicitement donnant raison à Trump. Et donnant raison à Trump et à sa théorie du complot, selon laquelle il y avait eu de la triche et que Biden avait volé l'élection. Ce qui veut dire que le soir même de l'insurrection, en réalité, le Parti républicain a fait un choix déontologique de rester du côté du Trumpisme. Si cette insurrection, elle était quelque part pain béni pour les républicains, parce que si le Parti républicain avait voulu rompre avec Trump, c'était le moment parfait.
en disant bon, il a été trop loin, c'est quoi ça, enfin, on a eu peur pour notre vie, il y a des gens qui sont morts pendant l'insurrection du Capitole. Ça nous donne, on dirait une république bananière, quelle est l'image du pays, c'est super dangereux, c'est une remise en cause des institutions. On rompt avec lui. Et ce soir-là, tout le monde aurait compris, y compris dans la base sans doute du parti, que cette rupture ait lieu. Le fait qu'elle n'ait pas eu lieu montre que quelque part, c'était le sabordage du Parti républicain, voilà, qui a décidé, en toute connaissance de cause, de rester du côté de Trump. Et comme on fait son lit, on se couche, et le Parti républicain est donc, à partir de ce soir-là, entré dans une autoroute qui l'a amené au second mandat. C'est-à-dire au fait que 4 ans plus tard, 3 ans plus tard, en 2024, quand Trump a annoncé qu'il allait être candidat aux primaires républicaines, quasiment personne n'a osé se présenter contre lui. Donc à l'interne, au sein du parti, le seul qui a tenté, enfin non, il y en a eu 2. Il y a eu Ron DeSantis, le gouverneur de Floride, et Nikki Haley, l'ancienne gouverneure de Caroline du Sud. DeSantis, je crois qu'il n'est même pas allé jusqu'au New Hampshire, quoi, la première primaire en janvier 2024. Il était tellement mauvais, il n'avait pas d'argent, Trump était rude avec lui, donc je crois que dès début janvier 2024, avant même la première primaire, donc dans le New Hampshire, il s'est retiré. Et ensuite, il y a eu Nikki Haley qui est resté 2 mois peut-être à essayer de rivaliser avec Trump, qui a gagné 0 primaire, donc il s'est retiré elle aussi. Donc on le voit en interne, le Parti républicain donc, a confirmé son arrimage au Trumpisme. Ça aussi, enfin c'est pas évident, enfin ça ne va pas de soi, parce que dans le Parti républicain, il y a beaucoup de jeunes hommes en particulier, enfin jeunes, on va dire 40, 45 ans, une nouvelle génération, quoi, qui piaffent d'impatience d'arriver au pouvoir, qui aimeraient être candidat aux primaires, être élu président. Je sais pas, Ted Cruz, le sénateur du Texas, Marco Rubio, qui est maintenant ministre, mais qui était sénateur de Floride. Donc ils n'ont même pas 50 ans, ces hommes-là. Et on voit très bien, ils ont une très haute idée d'eux-mêmes, et ils ont encore 20-30 ans devant eux, facilement. Et ils auraient pu tenter d'aller au front contre Trump. Ils n'ont pas osé. Résultat, le Parti républicain a fait bloc, Trump a été élu. Alors, si vous voulez bien, je parlerai de la campagne et de ce que la réélection de Trump révèle sur l'Amérique la prochaine fois. Donc, je reviendrai sur la campagne démocrate en particulier la prochaine fois. Toujours est-il que Trump a été réélu. Et donc, depuis janvier, on voit à l'évidence que tout ce que Trump fait, c'est un peu... il met en pratique toutes les choses sur lesquelles il a ruminé de frustration après le premier mandat, pour dire tout ce que j'ai pas réussi dans le premier mandat, je vais le faire maintenant. Et donc c'est Trump en roue libre qui nous ébahit tous les jours. Et il a des idées beaucoup plus claires sur ce qu'il veut faire et comment fonctionne la machine fédérale. Voilà. Autant la première fois, donc, il a tâtonné, il a improvisé, il a découvert. Maintenant, il a compris. Et on peut, si je reprends ma même liste, quand j'ai fait le bilan du premier mandat, on peut prendre chaque item dans ma liste et voir comment, sur chaque item, Trump aujourd'hui se situe. Donc déjà, le staff, les conseillers, l'équipe. Alors là, c'est-à-dire qu'il sait qu'il voulait. Voilà. Autant la première fois, il a choisi, enfin on lui a un peu imposé, faute de mieux, il a pris qui était là. Autant là, il est arrivé à la Maison-Blanche en janvier, avec dans ses valises des équipes clés en main. Et c'est passionnant, c'est fascinant à regarder, parce que l'équipe autour de Trump, aujourd'hui à la Maison-Blanche, elle est très jeune. Ça, c'est vraiment, alors pour le coup, on sent qu'il y a eu, quelque part, sans le dire, une sorte de purge au sein du Parti républicain, depuis 4 ans, enfin, entre les 2 mandats. C'est-à-dire que, à la fin du premier mandat, vous vous rappelez aussi qu'après l'insurrection, il y a eu un procès en destitution contre Trump. Parce qu'il a eu 2 procès, je crois que la dernière fois que j'étais venue, j'avais parlé du premier procès en destitution, qui était dans le courant de 2020, 2019-2020, quand Trump avait déjà à l'époque
Le Congrès avait voté de l'aide militaire pour l'Ukraine déjà, qui était menacée par la Russie. En particulier, le Congrès avait voté pour la livraison en 2019 de missiles Javelin en Ukraine. Et Trump, avant de livrer les missiles, avait appelé Zelensky, déjà à l'époque, et lui avait fait du chantage. Il avait dit, si vous voulez les missiles, il va falloir que vous me trouviez des infos sur les malversations que le fils Biden, Hunter Biden, avait fait en Ukraine, parce qu'il était businessman. C'est un très mauvais businessman, très corrompu, mais bon. Donc il avait fait du business en Ukraine, et Trump voulait des billes pour critiquer les Biden pendant la campagne. Donc là, ça avait fait une première tentative vaine de destitution. Et ensuite, après l'insurrection donc, du 6 janvier 21, les démocrates au Congrès avaient tenté aussi un procès en destitution pour incitation à l'insurrection. Et là, en fait, de manière assez intéressante, il y avait une dizaine de républicains quand même qui avaient voté pour punir Trump, pour le destituer. Le plus célèbre, c'était Mitt Romney, qui était qui était à l'époque sénateur du l'Utah, mais qui est surtout célèbre parce qu'il avait été candidat républicain contre Obama en 2012. Donc lui, il avait voté pour destituer Trump et pour le déclarer coupable. Bon, il y en avait une dizaine de sénateurs républicains qui avaient là, pour le coup, rompu. Et tous ces républicains, ils ont ensuite, ils se sont retirés de la vie politique. Ils n'ont pas, quand leur mandat est arrivé à échéance, ils n'ont pas été candidats. Voilà. Donc, à cause d'une pression en interne, de la base trumpiste en particulier, pour leur dire, si vous tentez de recandidater, il y aura des primaires contre vous, on va vous écrabouiller aux primaires. Et donc, il y a une purge dans ce sens-là, où elles étaient très rares, mais les rares voix anti-trumpistes au sein du Parti républicain ont disparu du paysage. Idem pour je ne sais pas si vous vous rappelez d'elle, de Liz Cheney, qui était la fille de Dick Cheney, l'ancien vice-président de Bush, qui était, elle, députée du Wyoming, et qui a pris la tête des anti-Trump républicaines, des anti-Trump au Congrès entre 2020 et 2022, et qui en 2022 ne s'est pas représentée. Qui avait été exclue du parti, d'ailleurs, entre-temps. Donc bref, les rares anti-Trumpistes sont partis. D'autres anti-trumpistes, du type Marco Rubio, justement, se sont convertis. Donc ceux qui ne sont pas partis, c'est pas qu'ils tiennent Trump en grande estime. Quelqu'un comme Marco Rubio, donc l'ancien sénateur de Floride, en 2016, il avait été candidat contre Trump dans les primaires républicaines. Et il avait été très dur contre Trump. Et voilà, quelqu'un comme Marco Rubio, il se dit, voilà, j'ai 45 ans, si je me laisse purger, ma carrière est finie. Or, j'ai encore de belles années devant moi, tant pis pour mes principes, je les mets dans ma poche, je rejoins l'écurie Trump. Ce qu'a fait Marco Rubio, il a été récompensé, puisqu'il est maintenant secrétaire d'État, ministre des Affaires étrangères. Donc voilà, on a donc d'autres républicains, ceux qui n'ont pas été purgés ou auto-purgés, ont retourné leur veste. Donc ceux-là, ils sont dans l'équipe de Trump aujourd'hui. Et puis on a ça c'est les 45-50 ans. Et ensuite, on a une avalanche de jeunes républicains, à peine la trentaine, qui eux sont des bébés Trump. Clairement, qui ont rejoint le parti, qui sont rentrés en politique pendant le premier mandat, et qui ont gravi les échelons du parti, et qui sont aujourd'hui porte-parole de la Maison-Blanche, conseiller du président, très haut placé au ministère de la Justice, ou des gens, je ne sais pas, comme le ministre de la Défense, Pete Hegseth, qui est un jeune, fringant, ancien militaire, qui était, vous savez sans doute, présentateur sur Fox News, et voilà, qui est fan de Trump et qui a été récompensé par la tête du Pentagone, Donc, je veux dire, c'est des énormes responsabilités que Trump a confiées à des gens très, très jeunes, et qui n'ont pas d'autre expérience que soit d'être sur Fox News, soit d'avoir été youtubeur ou influenceur pro-Trump. Donc c'est la loyauté aveugle, mais aussi le talent médiatique qui l'emporte sur l'expérience, la compétence, la connaissance des rouages de l'administration. Mais ça, c'est fait exprès, parce que ces gens, s'ils sont... on pourrait parler aussi de Caroline Leavitt, par exemple, qui on voit beaucoup à la télé, parce que c'est la porte-parole de la Maison-Blanche, la blonde, là. Bon.
c'est une porte-parole, on dirait la télé nord-coréenne en fait. C'est un culte de la personnalité, c'est un travestissement de la réalité pour plaire au chef. Et Trump, à l'évidence, il apprécie ça. Et c'est des gens qui... c'est fantastique ce qui leur arrive. Ils ont 30 ans, ils n'ont aucune expérience, et ils deviennent numéro 2 du FBI, ou même numéro 1. Kash Patel, le chef du FBI, c'est un YouTuber. Il avait un podcast pro-train. Il devient chef du FBI. Voilà. Qui est quand même d'habitude, la tête du FBI, c'est quelque chose. À la tête du FBI, on met d'habitude soit des avocats, des constitutionnalistes, des grands flics, des gens qui ont été procureurs dans des grands tribunaux, qui ont l'habitude, qui ont géré des grands procès contre la mafia, qui ont géré des grandes enquêtes sur le terrorisme, des gens qui ont de la bouteille en ce qui concerne les affaires policières et juridique du pays. Et là, voilà, on a un YouTuber. Donc on pourrait dire qu'on a une sorte de... C'est insultant pour les institutions américaines de mettre des gens si peu compétents. Mais la machine fonctionne. Parce que Trump a des relais, donc maintenant, en interne, l'État profond, c'est lui maintenant. C'est ça qui est très important, parce que l'État profond, c'est lui, dans le sens où le ministère de la Justice, donc le FBI, c'est des institutions lourdes à Washington, sont à sa botte. Il est aussi, via Access, justement, c'est en train de se faire, c'est pas fini, mais c'est en train de se faire, en train de purger le Pentagone. Et ça, c'est très problématique parce que, comme je vous l'ai dit, un des garde-fous du premier mandat, ça a été l'armée. On peut critiquer l'armée des États-Unis tant qu'on veut. Je crois qu'on ne réalise pas ici à quel point l'armée des États-Unis, ça pourrait être un État dans l'État. Tellement elle est vaste en tant que... les gens qui servent dans l'armée, c'est une armée de métier. Le corps des officiers, le budget de l'armée, sa présence partout dans le monde et partout sur le territoire des États-Unis. Donc c'est un État dans l'État, et dans une démocratie moins saine, ça fait longtemps que cette armée surpuissante aurait pu faire des tentatives de coup d'État. Ça n'est jamais arrivé. Jamais. Si l'armée le voulait, elle ferait un coup d'État en 2 jours, quoi. Ça ne s'est jamais passé. Pourquoi ? Parce que fondamentalement, les officiers américains, alors oui, ils sont conservateurs. Globalement, il y a des études qui le montrent. Le corps des officiers aux États-Unis, ils votent pour le parti républicain, certes. Mais avant d'être républicains, ils sont loyaux au régime, quoi. Ils sont patriotes, loyaux aux institutions. Parce que d'ailleurs, quand on rentre dans l'armée américaine, qu'on soit soldat ou commandant en chef de l'état-major, on fait un serment, on jure de servir la Constitution des États-Unis, pas le président. Bien que le président soit effectivement commandant en chef de l'armée. Mais ce n'est pas à lui qu'on fait allégeance, c'est à la Constitution. Donc c'est-à-dire à une sorte, des valeurs qui sont plus importantes que les hommes qui sont élus par le peuple. Et d'ailleurs, les officiers américains, ils sont très bien formés en réalité. Souvent, on ne s'en rend pas compte non plus ici sans doute, mais souvent quand on est général ou amiral dans l'armée américaine, c'est qu'on a une expérience bien sûr sur le terrain. Là aujourd'hui, la génération qui tient l'armée, c'est tous les gens qui étaient lieutenants et colonels au moment de la guerre en Irak et en Afghanistan, qui sont aujourd'hui donc des officiers généraux. Donc c'est des gens qui ont combattu sur le terrain, clairement, donc qui ont une expérience, et une expérience en plus négative. C'est des gens qui ont perdu la guerre en Afghanistan et en Irak, donc ils savent ce qui n'a pas fonctionné. Et ils sont très bien formés parce que souvent, avant de passer général, ils retournent à la fac en fait,
ou dans des grandes écoles militaires pour faire des thèses, par exemple, d'histoire militaire, de philosophie. Et donc, les généraux américains, ils vous parlent de Thucydide, de Verdun, de Napoléon, comme ça, quoi. Enfin, ils ont une connaissance de l'histoire militaire mondiale, pas que celle de leur propre pays, et une connaissance aussi de l'histoire politique et philosophique des États-Unis, sur à quoi correspond la puissance américaine. Depuis un pays né d'une révolution, au XVIIIe siècle, une fille des Lumières, enfin bon, ils ont tout ça en tête, et ils ont été loyaux. Et depuis janvier, ce qu'on voit, c'est beaucoup de généraux qui se font soit virer par Trump, soit qui partent d'eux-mêmes. Ce qui veut dire qu'il y a une crise au sommet. Alors ceux qui se font virer, c'est très intéressant, c'est souvent des responsables du Pentagone qui avaient été nommés par Biden et qui sont, c'est sans doute un hasard, souvent des femmes ou des Noirs. Donc il y avait eu clairement, mais bon, on peut débattre de ça, mais une sorte de programme de discrimination positive assumé sous Biden pour rendre visibles les minorités de genre ou de race dans l'armée, mais pourquoi pas à la limite, parce que c'est connu depuis très longtemps que, par exemple, pour les minorités raciales, les Noirs, mais aussi les Hispaniques, l'armée, ça a été depuis très longtemps une machine à gravir les échelons socio-économiques pour les minorités. L'armée, ça a été, depuis 1947, c'est la première institution aux États-Unis, avant l'école, avant les universités, quoi que ce soit. L'armée, en 1947, c'est la première institution qui va être déségrégationnée, enfin intégrée. Donc c'est la plus vieille institution où le gouvernement a dit « Ok, on ne fait plus de ségrégation raciale. » Beaucoup de soldats noirs et d'officiers noirs ont profité de ça pour servir les États-Unis, mais en échange, avoir de magnifiques carrières. Donc, une grande part de l'armée américaine est composée de minorités ethniques. D'ailleurs, sous Biden, le ministre de l'armée, c'était Lloyd Austin, c'était un ancien général noir. Mais c'était pas le premier. Vous vous rappelez sans doute de Colin Powell, qui lui aussi était le premier chef d'état-major noir. Bon, voilà. Et idem pour les femmes, en fait. L'armée américaine, c'est l'armée la plus féminisée du monde. Je crois que c'est 20% des membres de l'armée sont des femmes, du troufion jusqu'au corps des officiers. Donc Biden avait dit il faut que le sommet de la hiérarchie de l'armée ressemble au reste de l'armée, et donc il avait promis beaucoup de noirs et de femmes. Et tous ces gens-là ont été démis par Trump. Plus problématique est ceux qui partent. Et je dis ça parce que c'est, par exemple, la semaine dernière, ça s'est passé, et c'était en noir aussi d'ailleurs. Vous avez peut-être entendu parler, j'ai pas l'impression qu'on en parle beaucoup en France, mais aux États-Unis on en parle de plus en plus. Depuis quelques semaines, quasiment tous les jours, l'armée des États-Unis, enfin la marine des États-Unis, attaque par des missiles et fait couler des bateaux dans la mer des Caraïbes, au large du Venezuela. Vous avez entendu ça? Donc régulièrement, tous les 2-3 jours, Trump il déclassifie des vidéos et on voit donc un missile qui arrive sur un petit bateau. Je dis petit parce que c'est des barques, quoi. On ne sait pas ce que c'est en réalité. Alors officiellement, c'est des narcotrafiquants. Ok, qui partent du Venezuela pour amener de la drogue vers les États-Unis. Je veux bien, mais c'est quand même très loin le Venezuela des côtes états-uniennes. Donc clairement, la drogue, elle arrive, la drogue, mais pas par là. Donc on ne sait pas, donc c'est des narcotrafiquants qui sont maintenant devenus des narcoterroristes dans le jargon de Trump, sauf qu'il n'y a aucune preuve, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de preuve, on ne sait pas si c'est des pêcheurs, on ne sait pas si c'est des clandestins, des passeurs qui tentent de faire passer des clandestins, des immigrés clandestins vers les États-Unis, mais c'est quand même là aussi, c'est quand même vraiment très loin pour arriver aux États-Unis. C'est dans les eaux internationales que ça se passe, et Trump dit j'ai le droit, mais en réalité, d'après le droit international, on dirait que non. On ne peut pas tuer qui on veut comme ça, sans justification.
Et ce qui est encore plus problématique, c'est qu'il y a, la semaine dernière, je crois, il y a 2 ou 3 personnes sur un de ces bateaux qui ont survécu. Ils ont été récupérés par les gardes-côtes américains. Donc on se dit, chouette, on va voir qui c'est. C'est qui? C'est des passeurs, c'est des narcotrafiquants, c'est des immigrés clandestins, c'est des pêcheurs. C'est qui? On va le voir, puisqu'il y en a 2 ou 3 qui ont survécu. Ils ont été arrêtés, et on a appris il y a quelques jours qu'ils ont été relâchés. Donc, clairement, s'il y avait ça veut dire qu'il n'y a pas de preuves contre eux. Parce que si c'était des méchants narcotrafiquants, on les aurait gardés, on les aurait mis devant les caméras de télé, on aurait fait un procès. Le fait qu'on les ait relâchés, ça me semble dire que c'est des civils. N'empêche que ça continue. Et donc la semaine dernière, l'amiral, un homme noir, un amiral qui était en charge de la marine américaine pour la zone Caraïbe, a démissionné. Il n'a pas donné d'explication. C'est l'armée, c'est la grande muette. Mais le fait qu'il démissionne, c'est déjà symboliquement le fait c'est la preuve qu'il n'est pas d'accord avec ce qui se passe, puisque ça se passe dans la zone géographique qu'il supervise. Donc il n'a pas besoin d'en dire plus. Ça veut dire qu'à l'intérieur de l'armée, les hauts gradés ne sont pas d'accord avec la légalité de ce type d'action. Alors, très bien, au point de vue philosophique et moral, que cette personne n'est pas d'accord, elle démissionne pour défendre ses principes, mais ça veut dire aussi que ceux qui restent dans l'armée sont ceux qui sont d'accord avec ce type d'action illégale. Donc l'armée qui avait été un garde-fou dans le premier mandat, c'est pas sûr qu'elle tienne si bien maintenant. Donc ça c'était pour parler de tout ça c'était pour parler de l'équipe qui est autour de Trump. Donc l'équipe à la Maison-Blanche et au sein du gouvernement, qui est clairement acquise à sa cause et qui ne lui dit plus jamais non. Un autre exemple, c'est anecdotique, mais en même temps, le week-end dernier, il y a eu des manifs partout aux États-Unis, No King, ça s'appelait, contre le roi Trump. Et Trump, comment il a répondu, je ne sais pas si vous avez vu sur ses réseaux sociaux, cette vidéo ahurissante où il est avec une couronne de roi dans un avion qui lance de la MERDE sur les manifestants. Bon. Ok, imaginons qu'il ait cette idée. Dès qu'il dit, ok, on va faire une vidéo d'IA où je fais ça sur les manifestants, dans n'importe quel gouvernement qui fonctionne, il y a quelqu'un qui lui dit non, c'est pas possible. Ce n'est pas approprié, c'est enfantin, c'est vulgaire, c'est grossier, c'est dégueulasse, c'est pas digne de votre fonction. Enfin voilà, ça ne se fait pas. Voilà, on n'imagine pas Franklin Roosevelt faire ça. Il y a des choses qui ne se font pas quand on est président des États-Unis. On se retient. Peut-être qu'instinctivement on a envie de faire ça, mais la fonction prend le pas sur l'homme. Et donc, voilà, on se retient, on se maîtrise. Et là, il n'y a personne qui a dit non. Personne ne lui a dit non. Bon, c'est sur un truc pas très important, mais c'est quand même révélateur de l'état d'esprit. Pourquoi personne ne lui dit non? Parce que, donc je l'ai dit, le Parti républicain est complètement maté. Alors la question qui se pose, c'est est-ce qu'il existe encore en fait un parti républicain? Parce que historiquement, bien sûr, les présidents sont issus de partis politiques, mais il y a beaucoup d'exemples où les partis politiques du président, le parti du président rompt parfois avec le président. Il y a eu des démocrates qui ont été critiques d'Obama ou de Biden. Il y avait des républicains, on l'oublie, mais qui étaient contre Nixon, contre Reagan. Enfin, il y a toujours eu des frondeurs, comme on dirait en France. Là, il n'y en a plus. Donc la question, c'est est-ce que le Parti républicain est encore un parti, au sens historique du terme? Ou est-ce que c'est une succursale de la famille Trump? La question se pose. Elle se pose aussi pour le Parti démocrate. J'en parlerai la prochaine fois. Mais le fait est que le Parti démocrate a disparu. C'est pour ça aussi que Trump, là, il est en roue libre, comme je l'ai dit, parce qu'il n'y a pas d'opposition. Donc ça, j'en ai bien conscience, mais je vous promets, on pourra en reparler dans 15 jours. Je voudrais conclure sur donc 2 ou 3 exemples pour illustrer concrètement donc, le premier bilan de ces 9 premiers mois sur donc, ce démarrage sur les chapeaux de roue de Trump. Donc quelques exemples. Sur le plan économique,
Qu'est-ce qui s'est passé depuis 9 mois ? Essentiellement 2 choses. Avant l'été, Trump a fait voter ce qu'il appelle le Big Beautiful Bill, qui était une grande loi de baisse des impôts. Donc ça, c'est assez typique. Dès qu'un président républicain, depuis Reagan, ça s'est passé avec Reagan, le président Bush, le premier Trump, le deuxième Trump, on arrive au pouvoir, on fait une baisse des impôts, en particulier pour les grandes entreprises et les contribuables les plus riches. C'est toujours la théorie du ruissellement, tout ça. Bon, on va aider les gens les plus riches pour stimuler l'économie. Trump a fait ça. À la limite, ça peut être choquant, on n'est pas obligé d'être d'accord avec la justification philosophique de ces baisses d'impôts. À la limite, c'est la chose la moins pire qu'il a faite, la moins grave. Parce que c'est pour le coup, oui, tous les présidents républicains, ils baissent les impôts, et quand les démocrates reviennent, ils les remontent. Plus préoccupant, toujours sur le plan économique, la deuxième grande réforme, politique suivie par Trump, on en a beaucoup parlé aussi, c'est les fameux tariffs, les tarifs douaniers. Donc le rejet du libre-échange par Trump et l'adoption de barrières douanières. Sur le papier, ça se justifie et ça a été une sorte d'argument très efficace pour l'année dernière pour la campagne. L'idée qu'il y a une désindustrialisation massive. C'est vrai qu'avec la désindustrialisation vient le chômage de masse, c'est vrai. Le chômage de masse, en particulier pour les personnes, les hommes en particulier, peut former. Donc aux États-Unis, c'est souvent dit avec des personnes qui ont arrêté leurs études au niveau lycée, donc qui n'ont pas fait d'études supérieures, et des personnes qui se sont donc arrêtées au niveau bac, mais qui pouvaient, dans l'Amérique industrielle, quand même trouver un boulot et une vie confortable en travaillant dans une usine à Détroit ou à Pittsburgh. Bon, Trump a dit ça n'existe quasiment plus parce que on achète tout à l'étranger. Mettons des tarifs douaniers pour réindustrialiser les États-Unis. La promesse de la réindustrialisation, elle est tentante. Et elle a convaincu beaucoup de gens, en particulier beaucoup de prolétaires, on va dire, qui d'habitude votent pour le Parti démocrate. Le premier bilan de ça, c'est que ce qui se passe, c'est pas du tout la réindustrialisation des États-Unis. Les usines, elles reviennent pas. C'est pas ça qui se passe quand on met des barrières douanières. Donc quand on est protectionniste, les usines ne reviennent pas. Par contre, tout ce qu'on continue à importer devient beaucoup plus cher. Et donc le bilan économique, c'est l'inflation qui continue, qui repart, parce qu'elle a quand même baissé sous Biden. Donc tout est très 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 cher aux États-Unis, encore toujours de plus en plus cher. Et comme bien entendu, alors c'est très fluctuant parce que tous les 3 jours, c'est 50%, et puis après c'est 20%, et puis on repart à 30%. Bon, ça change, mais quand même, grosso modo, les autres pays, l'Union européenne et la Chine en particulier, ont quand même dit bon, ok, alors si vous mettez des taxes, on en mettra aussi. Et là, ce qu'on voit en ce moment, c'est en train de monter, c'est que les États-Unis, les fermiers américains ont de plus en plus de mal à vendre à l'étranger. Et donc là, on voit en particulier the beef industry, donc le bœuf, les gens qui ont du bétail, les ranchers, et aussi les agriculteurs qui font du soja en particulier, sont assis sur des montagnes de stocks qu'ils n'arrivent plus à écouler. Et de plus en plus. Alors j'ai envie de dire bien fait, parce que pour le coup, le secteur agricole, c'est un secteur qui a dû voter à 98% pour Trump. Voilà. Et c'est pas faute de leur avoir dit, les démocrates leur ont dit, si vous votez pour Trump, vous aurez des tarifs, essayez de continuer à vendre votre bœuf et votre soja aux Argentins ou aux Chinois. Good luck. Eh ben ouais, good luck. Voilà. Donc ça, c'est l'économie. Je passe très vite, mais parce que ça s'est un peu calmé. Et encore, un autre élément du bilan de Trump, ça a été le régime imposé à la fonction publique
avec le DOGE. Vous vous rappelez ce pseudo-ministère que Elon Musk a dirigé jusqu'à cet été, enfin ça s'est arrêté cet été, donc le Department of Government Efficiency, le département de l'efficacité gouvernementale. Bon, Musk est reparti à la maison, mais il a quand même fortement... c'est une sorte de purge là aussi, alors pas de l'armée, parce qu'il n'a pas eu le temps de s'attaquer à l'armée, mais des ministères. L'agriculture, justement, l'éducation, la santé. Et justement, à la santé, ça aussi, c'est dans le bilan, c'est très important. Vous avez vu que le ministre de la Santé de Trump, c'est Robert Kennedy Jr., qui est en train de décimer en moins d'une année tout le système de santé publique aux États-Unis. Enfin, dans le sens, alors pas à la santé publique, parce que là, il n'y a pas d'hôpitaux publics, mais je veux dire, tout l'apparatus administratif, par exemple, de la vaccination, des programmes de vaccination. Si vous avez des amis ou de la famille aux États-Unis, là, vous voyez, en ce moment, c'est quasiment impossible de trouver aux États-Unis des vaccins contre le Covid. L'hiver arrive, c'est censé être la campagne de vaccination. Le gouvernement américain ne soutient plus les achats de masse de vaccins pour le Covid, mais pas que. Il y a aussi, le ministre, Kennedy, le ministre de la Santé, est un anti-vax assumé. Et donc, on a maintenant le gouvernement fédéral qui met en cause, par exemple, le schéma vaccinal pour les enfants. Donc le ROR, par exemple, rubéole, rayon rougeole. Enfin voilà, donc Trump, il a fait il y a 15 jours une conférence de presse pour dire ne prenez plus ça, dire aux parents américains ne vaccinez plus vos enfants contre la rougeole. Il leur a dit aussi, c'est la même conférence de presse, aux femmes enceintes de ne plus prendre l'équivalent du Doliprane, avec l'idée qui vient des complotistes sur Internet que le Doliprane provoque l'autisme. Dans le Doliprane et les vaccins. Donc on a là le ministre de la Santé qui dit aux femmes enceintes, si vous êtes malade, pas de Doliprane. Donc si vous avez de la fièvre, pas de Doliprane. Et une fois que votre enfant est né, pas de vaccin. C'est quand même très préoccupant sur le rôle tenu par la puissance publique pour la santé de la population, des plus jeunes aux plus âgés. Je voudrais finir sur 2 autres points pour finir ce bilan. C'est ça aussi on pourra en reparler, la lutte contre l'immigration. Avec, donc, depuis 9 mois, la police, alors c'est pas Trump qui l'a créée, mais ICE, qui est la police anti-immigration, qui, depuis 9 mois, est devenue, en fait, la principale... Le budget de ICE, depuis Trump, là, depuis 9 mois, a passé le budget du FBI, qui est déjà élevé. Ce qui veut dire que, sur le plan fédéral, la plus grande force de police fédérale, c'est maintenant la police anti-immigration, c'est plus le FBI. Et alors ça, j'en reparlerai dans 15 jours. L'immigration, c'est vraiment un sujet. Là, donc c'est pas ça que je veux, c'est pas de ça dont, j'en parle pas pour débattre du sujet, mais pour débattre de la manière dont Trump gère la question depuis 9 mois, parce qu'on voit en fait donc ces policiers qui sont envoyés dans des villes avec le soutien de l'armée. Alors, c'est pas l'armée régulière, c'est la garde nationale. C'est encore autre chose. La garde nationale, c'est souvent des réservistes qui, en fait, ne dépendent pas du Pentagone, mais qui dépendent des gouverneurs. Donc, c'est une sorte de réserve locale. Donc, tous les gouverneurs ont dans leurs États respectifs la garde nationale du Texas, de la Californie, de la Virginie, bon, que sais-je. Et là, comme dans les grandes villes, Los Angeles, Chicago, Washington, où Trump a envoyé ICE pour faire des raids et arrêter des clandestins, mais pas que, il y a quand même une réaction de la population. Et donc Trump, pour venir en soutien à ces policiers, parce que c'est des policiers, c'est des civils, a envoyé la garde nationale. Mais d'autres États, donc par exemple là, aujourd'hui, il a demandé, et il a eu l'accord, au Texas, au gouverneur du Texas, qui est républicain bien sûr, d'envoyer la garde nationale du Texas à Chicago. Donc on a aujourd'hui des soldats texans qui occupent
qui patrouillent dans les rues de Chicago. Ça n'était jamais arrivé. Enfin, parce que c'est une sorte d'invasion en interne, si vous voulez. Les Chicagoens, ils n'ont rien demandé, quoi. Et ils se retrouvent avec des soldats texans dans les rues. Ça, c'est assez unique. C'est en train de se passer, on n'a pas de recul, mais c'est pas un signe nécessairement très sain. Dernier élément de ma liste pour conclure, c'est que, je n'en ai pas encore parlé, mais bien entendu, Trump a aussi, depuis 9 mois, complètement redéfini la politique étrangère des États-Unis, avec le démantèlement en particulier de l'Alliance Atlantique. Donc vous avez suivi ça. Trump, et ça aussi, ça se sentait dans le premier mandat, il n'a pas pu aller jusqu'au bout, et là, il se lâche. Trump n'aime pas l'OTAN. Et Trump, clairement, veut la fin de l'OTAN, veut la fin de l'Alliance Atlantique, pour basculer vers, alors pas nécessairement sous forme d'alliance militaire, mais en tout cas pour se rapprocher diplomatiquement, philosophiquement d'anciens ennemis en réalité, de pays qui ne sont pas des démocraties, bien entendu. Donc c'est la Russie de Poutine, plutôt que l'Ukraine, c'est la Hongrie de Orban, la Turquie de Erdogan, la Chine de Xi Jinping. Je suis sûr que tôt ou tard on pense qu'il va y avoir une guerre, mais en réalité ils sont sur la même longueur d'onde. Et donc là, c'est assez vertigineux, parce qu'on a en temps réel la redéfinition d'une alliance qui date de près d'un siècle. Tout ça pour dire que la question qui se pose, je reviens à la destruction de la Maison-Blanche, la question que se posent beaucoup d'Américains, c'est est-ce que les États-Unis, depuis 9 mois, sont en train donc, de basculer vers un nouveau type de régime. Et le terme qu'on retrouve de plus en plus souvent, c'est celui d'une démocratie illibérale. C'est-à-dire une démocratie parce qu'il y a encore liberté de la presse, multipartisme, élection. Donc sur le plan formel, toutes les définitions, les éléments qui permettent de définir une démocratie sont encore là. Mais le chef qui a été élu démocratiquement ne gouverne plus de façon démocratique. Et on est, semble-t-il, dans cet entre-deux. On n'a pas basculé vers l'autoritarisme et la dictature, mais on n'est certainement plus dans une démocratie libérale non plus. On est dans cet entre-deux, et la question de savoir, j'imagine que vous allez me poser la question, est-ce que c'est parti pour durer ? Est-ce qu'on peut encore sauver les meubles ? Voilà, c'est un peu donc cette question qui est là aussi vertigineuse qui se pose à nous. Je m'arrête là. Je vous laisse poser vos questions. Pour les questions, il faudra parler fort, parce que le micro ne marche pas bien. Donc, allons-y. On a le temps là pour discuter. À quoi sert la manne des droits douaniers aujourd'hui? Est-ce que ça va servir au peuple américain ou à la famille Trump? C'est une très bonne question. C'est difficile à savoir parce que c'est comme Trump, tous les jours, il donne un chiffre différent pour savoir d'abord quelle est l'ampleur de cette manne. C'est-à-dire, effectivement, combien de milliards de dollars les États-Unis récupèrent-ils en droits douaniers? On ne sait pas encore en réalité. L'argument de Trump, c'est que ça va servir justement à réindustrialiser. Que c'est avec cet argent qu'on va réindustrialiser. Alors il se trouve très malin, il dit les pays qui ont profité de nous depuis toutes ces années, on va prendre leur argent pour se renforcer. Et parce qu'il n'y a pas, d'après lui, que les tarifs douaniers, il dit, mais là aussi, est-ce que c'est de l'esbrouf ou est-ce que c'est vrai? Il dit que les pays partenaires ont tellement peur de ces droits douaniers, par exemple les Européens, qui veulent continuer à pouvoir vendre du vin ou des voitures allemandes aux États-Unis. Donc il dit, les Européens, pour la baisse des droits de douane, ont promis de dépenser 900 millions de dollars en investissement européen aux États-Unis. J'aimerais bien savoir avec quel argent les Européens vont dépenser tout ça aux États-Unis. Donc, ok, peut-être que les Européens lui ont dit, ok, on va construire des usines là-bas.
je suis sceptique. Voilà, donc pour l'instant, cette manne, on ne sait pas exactement combien elle s'élève. On ne sait pas exactement à quoi elle sera utilisée. Ce qu'on sait par contre pour sûr, c'est que elle est compensée par le fait que tout cet argent qui rentre, il est répercuté sur le prix des produits importés, et donc c'est les États-Unis, c'est le consommateur américain qui finit par payer. Il peut dire Trump, j'ai fait rentrer 500 milliards de dollars de droits douaniers, mais les prix auront augmenté dans le même temps de 500 milliards de dollars. Donc finalement, c'est peut-être pas une manne qu'il y a, parce que c'est un jeu à somme nulle. Sauf que qui en pâtit? Le consommateur américain. Alors, à la limite, Trump n'a pas besoin de prendre un pourcentage au passage parce qu'il a d'autres sources. Je ne veux pas dire qu'il ne s'enrichit pas, mais il s'enrichit, mais avec d'autres sources d'enrichissement. Pour l'instant, c'est les bitcoins. Alors, ne me demandez pas d'expliquer comment ça fonctionne, mais les enfants Trump, les fils Trump en particulier, ont beaucoup investi sur les bitcoins et ont beaucoup gagné depuis janvier. Et la seconde source d'enrichissement, c'est Jean-François, quand il parlait tout à l'heure de cette salle de bal. Quand il a dit Trump la finance de sa poche, c'est oui et non. C'est-à-dire qu'il a des donateurs privés qui lui donnent l'argent, qui ensuite il dépense dans la construction. Est-ce qu'il ne va pas se prendre une petite commission au passage? Voilà, la question se pose. Mais on est dans... de la corruption au vu et au su de tout le monde. C'est-à-dire des grandes entreprises ou des donateurs privés qui donnent de l'argent au président pour son caprice architectural, sans passer par le Congrès. Parce que normalement, le pouvoir les cordons de la bourse aux États-Unis, c'est la Constitution qui le dit, c'est le Congrès. Le Congrès, il a la main sur le portefeuille des États-Unis. Le président n'a pas le droit de dépenser 1 centime sans l'aval du Congrès. Mais là, le Congrès est court-circuité pour la scène de bal. Là aussi, c'est folklore, c'est anecdotique, mais c'est révélateur. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit mot du rôle actuel du vice-président Vance auprès du président Trump et des réseaux qui gravitent autour de lui? Ouais. Alors, Vance, pour le coup, ça fait partie... C'est aussi une de ces jeunes pousses républicaines qui a vendu son âme au diable pour faire sa carrière. Je ne l'ai pas cité, mais j'aurais pu l'ajouter à ma liste, c'est vrai. Alors, Vance, c'est un profil compliqué et intéressant. Objectivement, c'est quelqu'un de brillant. Voilà. Qui est rentré en politique en étant lui aussi très critique de Trump. Il a appelé Hitler, tout ça, il dit que c'était un danger pour la démocratie américaine. Et puis ensuite, il a voulu rentrer en politique parce qu'il était un peu businessman. Bon. Il a voulu rentrer en politique et en étant en 2018 candidat à un poste de sénateur dans l'État de l'Ohio. Et là, en fait, il a passé une sorte de pacte avec Trump. Trump a soutenu sa candidature en lui versant de l'argent, en allant faire campagne pour lui. Non, c'était en 2022, pardon. C'était 2 ans avant les élections présidentielles. Et en échange, Vance, lui aussi, a retourné sa veste. Et il est devenu une sorte de plus de tous ces élus républicains qui embrassent la bague du chef de la mafia. Il a été un peu le plus obséquieux, quoi. Et ça a plu à Trump, qui en a fait son candidat à la vice-présidence, alors qu'il n'était élu que depuis 2 ans au Sénat. Il a été élu en 2022, il a été candidat à la vice-présidence en 2024. C'est fulgurant comme carrière, hein, c'est encore plus rapide que Barack Obama. Il est très jeune, il est très ambitieux. Et donc, il joue sur 2 tableaux. Donc, il joue le vassal de Trump. C'est presque humiliant sur le plan médiatique. Hein, comment, lui aussi, il est nord-coréen un peu dans son culte de la personnalité. Mais, vous avez raison, il a des réseaux autour de lui qui sont beaucoup plus intéressants. Il est en particulier très proche de tous les réseaux de l'intelligence artificielle et de la big tech de la Silicon Valley. Quand il a été candidat dans l'Ohio, il a reçu beaucoup de dons de Musk, par exemple, ou de Peter Thiel, qui est aussi un autre géant de la tech.
Et la tech aux États-Unis, c'est intéressant en soi, parce que pendant longtemps, on a cru que c'était, comme c'était des gens jeunes qui étaient en train de redéfinir les médias, l'éducation, tout ça, c'est à la frontière du savoir, on a souvent pensé que c'était des gens progressistes, parce qu'ils étaient effectivement le symbole du progrès. Mais pas du tout, c'est des gens qui se sont enrichis très vite, et qui sont, sur le plan des mœurs en particulier, ultra-conservateurs. Souvent converti au catholicisme, comme Vance. Vance, il vient d'une famille pauvre évangélique et il s'est converti au catholicisme, et au catholicisme le plus hardcore, quoi, type Opus Dei, enfin, dans ce style-là. Peter Thiel aussi. Donc c'est des hommes jeunes, hein, qui ont 40-45 ans et qui parlent, en fait, c'est assez fascinant, comme des théologiens du Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'ils sont persuadés que l'Apocalypse arrive, qu'il y a l'Antéchrist, que le diable est partout. C'est ces néo-catholiques qui sont plus royalistes que le roi. C'est-à-dire que pour eux, le pape n'est pas assez catholique, quoi, en fait. Ils détestaient le pape François. Ils ne sont pas très fans de, comment ça s'appelle, Léon, parce que lui, il est vraiment très pro-immigration, et ça va pas. Donc on a une extrême droite catholique, puissante, riche, et qui a ses entrées à Washington. Et ça, c'est assez nouveau aussi aux États-Unis. Et ça, il faut le prendre au sérieux, parce qu'autant Trump, il nous paraît foufou, feu follet, impulsif, oui. Mais il y a autour de lui, alors même si c'est pas autour de lui parce que lui il n'a pas conscience de tout ça, mais il a des gens brillants autour de lui qui eux ont des réseaux intellectuels très construits et avec une visée culturelle. On pourrait penser à ce que Musk, par rapport aux droits des femmes ou à la repopulation, le taux de natalité, tout ça. Donc une visée culturelle ou politique très conservatrice. Et c'est un euphémisme de dire ça. Oui, apparemment vous avez prévu de l'aborder plus en détail la prochaine fois, mais est-ce que vous pourriez quand même nous donner quelques indications sur les raisons pour lesquelles les démocrates sont complètement absents du débat? Ouais, on peut se faire un post-it pour en parler la prochaine fois. Oui. Voilà, c'est pour ça. Ah, c'est bon. Vous regarderez sur YouTube. Les démocrates, ils sont à la ramasse parce qu'ils sont en fait un peu comme la gauche européenne ou française. C'est une sorte de mix sur lequel on pourra revenir de l'incapacité de la gauche américaine, mais de la gauche européenne aussi, à proposer un corpus idéologique qui semble pertinent à l'électeur du XXIe siècle. Voilà. C'est-à-dire se mettre à la page, se mettre à jour, s'adapter. Comment dire ? Ils sont prisonniers entre un corpus. Ils ont un corpus, mais qui les met en porte-à-faux par rapport aux préoccupations de l'Américain moyen. C'est-à-dire et c'est ça un peu la campagne de Kamala Harris qui va parler d'écologie, de transition verte, de droits des trans, de droits des immigrés. C'est magnifique, c'est généreux, ça plaît à la gauche Twitter, mais ce n'est pas ce que veut l'Américain moyen. Et l'Américain moyen leur a bien fait comprendre. Et donc la gauche ne sait plus où elle habite parce que elle est prise, si vous voulez, entre, je caricature, mais les campus universitaires et l'Américain moyen. Et c'est pareil en France. Oui, je voulais revenir sur les droits de douane, tout à l'heure, que vous avez évoqué. On a eu un cours d'économie là au sein de l'UTL où le prof nous avait présenté le prix de revient de Boeing et où Boeing était fabriqué dans le monde. Plus de 50% de Boeing est fabriqué à l'extérieur. Il nous a prouvé donc que les droits de douane appliqués sur les produits qu'ils importaient de l'extérieur coûtaient très cher à Boeing, lequel, entre parenthèses, apparemment a demandé à avoir une réduction sur ces prix.
Donc, c'est vrai que les droits de douane aujourd'hui pour les Américains, c'est quelque chose de catastrophique. Et je voulais revenir aussi sur l'aspect Donald Trump, c'est quand même étonnant la façon dont il a été élu, avec autant de voix, etc. C'est quand même un présentateur de télé. C'est une forme de bonimenteur. Il a une gestuelle, il sait parler, il sait interpeller les gens, il répète, il les prend à témoin. C'est quand même étonnant cette façon de gouverner. Il a une espèce de méthode trouée où il essaie d'imposer ses idées, etc. Moi, je suis étonné par la façon dont il a répété les choses constamment, cette espèce de gestuelle où il est toujours avec les mains ouvertes, où il donne confiance aux gens, etc. C'est quand même qu'on se laisse prendre par ces méthodes-là, ça m'étonne. Alors, pour votre premier point, c'est totalement vrai. Vous avez parlé de Boeing. On pourrait faire exactement la même démonstration pour toute l'industrie automobile américaine. C'est pareil. En particulier, vous connaissez sans doute, parce que ça date de 30 ans déjà, en 1994, les États-Unis avaient signé un accord de libre-échange avec le Canada et le Mexique. L'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain. Et depuis, en particulier dans la filière automobile, elle a été complètement, on pourrait dire, alors délocalisée ou intégrée, ça dépend comment on veut le dire. C'est-à-dire qu'une voiture américaine, une Ford ou une General Motors, elle vient sans doute du fer qui a été dans des mines de Pittsburgh, mais ensuite il a été envoyé dans une usine sidérurgique au Mexique. Il est revenu à Détroit. La pièce, elle a sans doute traversé la frontière pour aller au Canada, dans une autre usine au Canada, pour être transformée. Et puis elle est revenue à Détroit. Donc, dans une voiture américaine, chaque pièce a passé au moins 3 ou 4 fois la frontière. Soit celle du Mexique, soit celle du Canada. Les tarifs douaniers, Trump les a aussi mis au Canada et au Mexique. Donc il a détricoté l'ALENA. Ce qui est catastrophique pour les grandes entreprises américaines et leurs sous-traitants. Mais bon, voilà, enfin, le monde du business a aussi soutenu Trump. Ben, il faut assumer maintenant. Voilà. La seconde question, c'est la question à $1 million, quoi. Pourquoi s'appeler ? Pourquoi s'appeler ? Objectivement, Trump, il est, pardon, mais plutôt âgé. Enfin, je veux dire ça parce que Biden, il s'en est pris plein la figure. Hein, il n'a même pas pu se représenter. Mais Trump n'a que 2 ans de moins que lui. Pourquoi le jeunisme dont a souffert Biden, on ne l'applique pas à Trump? C'est irrationnel. Il n'est pas fringant, il n'est pas charismatique. Il est mal coiffé, il a du fond de teint orange, il est gros. Enfin, voilà. Non mais. Non mais vous le comparez à Barack Obama par exemple. Voilà, mais Barack Obama c'est la classe. Bon. Il n'est pas nécessairement un très grand orateur. Vous avez raison, il radote. Il a 4 ou 5 anecdotes qu'il répète en boucle. On voit bien qu'il n'a pas eu de média training parce qu'il a 2 ou 3 gestes qu'il répète. Bon, mais ça marche. C'est fascinant. Ça marche parce que... alors, il y a plein de raisons. Mes hypothèses, c'est que nous, je pense qu'on est très mal placés. On a l'idée que les hommes politiques, c'est le syndrome de l'ENA ou de Normal Sup, quoi. Les hommes politiques, c'est des gens brillants. Et pourquoi ? Est-ce qu'on ça fait 80 ans qu'on est géré par des énarques ? Est-ce qu'on s'en est bien sorti ? Je prêche contre ma paroisse, hein. Non mais, je veux dire, intellectualiser la politique, ça nous plaît. Mais on n'est pas représentatif. Voilà. Il nous paraît aberrant, Trump, mais quand il parle, tout le monde comprend.
Voilà. Tout le monde comprend. Je reviens à votre question sur les démocrates. Les démocrates, par exemple, quand ils parlent des Mexicains ou des immigrés hispaniques aux États-Unis, pendant longtemps, ils ont dit les hispaniques ou les latinos. À peu près tout le monde comprend. Et puis, et là je prêche vraiment contre ma paroisse, hein, dans les facs américaines, il y a des spécialistes de racial studies qui ont dit quand même, dire l'hispanique ou dire latinos, c'est pas un peu raciste? Je sais pas, latino c'est un mot espagnol, donc c'est utiliser le terme que les hispaniques utilisent eux-mêmes dans leur langue pour parler d'eux, pourquoi pas? Non, c'est raciste. Et s'il y a bien quelque chose qu'il ne faut pas être, c'est raciste. Donc, voilà-t-il pas que tous les collègues américains disent en plus latino c'est du masculin pluriel. Donc, d'emblée, ça exclut les femmes. Ça, c'est pas bien non plus. Ouais. Et donc, et puis, quand on dit latinos, tout le monde pense aux Mexicains. Sauf qu'en réalité, il y a aussi des Dominicains, des Guatémaltèques, des Colombiens, des Vénézuéliens. Donc, c'est un peu raciste contre les non-Mexicains, quoi. Parce que dans l'Amérique latine, il y a plein de pays différents. Et mettre tous ces gens-là dans le même sac, ben ça aussi, c'est raciste. Donc, on ne va plus dire latinos. Et voilà-t-il pas que les démocrates font, enfin la gauche universitaire va faire ce qu'elle fait de mieux. Donc c'est pas gagner les élections, c'est la police de la pensée et la police du langage. Et donc dans les campus et sur Twitter, on va dire plus le droit d'utiliser les latinos. Si vous dites ce mot, vous êtes Hitler, vous êtes super raciste. Il va falloir dire latine-x. Parce que X, c'est, comment dire, c'est flou, ça peut être tout. Voilà. Donc, quand on dit latine, alors en anglais ça va être Latin-X, donc Latin-X. En disant X, ça peut inclure les femmes, ça peut inclure les non-mexicains, ça peut inclure les autochtones d'Amérique latine, c'est tout le monde. Et donc vous avez Kamala Harris qui fait campagne en disant « Si je suis élu, je vais défendre le droit des Latinx ». Et l'Américain moyen, il se dit « Quoi ?» Voilà, mais c'est vrai. Le pire, c'est qu'il y a plein de leaders hispaniques aux États-Unis qui ont dit « Pitié, n'utilisez pas ce terme ». On n'a jamais rencontré un Mexicain ou un Guatémaltèque qui dit « Yeah, I'm Latinx ». Non. Et ils ont continué. Parce que le jour où elle a dit hispanique, sur Twitter, il y a eu un scandale. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est raciste! Et résultat, vous avez la moitié des hispaniques qui ont voté pour Trump. Et voilà. Mais parce qu'ils parlent comme les gens normaux. La gauche ne parle pas comme les gens normaux. Et ça, il ne faut pas le sous-estimer. Voilà. C'est un exemple, une explication parmi de nombreuses autres explications. Mais je pense qu'elle est vraiment majeure. Une question. Oui, à propos des tarifs douaniers qui auraient été catastrophiques pour les Américains, je voulais justement savoir quelle était la cote de popularité de Trump en raison de ces résultats catastrophiques. Alors, ça aussi c'est une bonne question. Il est pas hyper populaire, dans le sens où il est en dessous de la barre des 50% d'opinion favorable, mais vu tout ce qui se passe, il est quand même relativement haut. En fait, c'est ça, il limite la casse. Voilà. Il n'est pas ultra populaire, mais objectivement, vu tout ce qu'il fait, il devrait être à 12%, quoi. Il est à 40-45. Donc c'est pas mal. Là aussi, c'est un peu mystérieux. Est-ce que c'est trop tôt, en fait? Est-ce que les Américains ne sentent pas encore... l'inflation n'est pas encore assez haute, ou c'est trop tôt pour voir l'impact des tarifs douaniers? Peut-être, ça viendra. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, alors là, c'est quand même assez intéressant, je n'ai pas parlé non plus, mais c'est que vous le savez peut-être depuis 3 semaines, il y a le shutdown aux États-Unis. Ils sont comme nous, c'est l'automne, c'est le moment où on vote le budget. Et ils ne se sont pas mis d'accord au Congrès, comme nous à l'Assemblée nationale.
Ce qui est assez hallucinant parce que pour le coup, Trump, il a la majorité dans les 2 chambres du Congrès. Hein. Bon. Mais c'est très compliqué ce qui se passe, en particulier parce que, je n'ai pas parlé non plus, mais il y a quelques élus qui ont rompu avec Trump ces dernières semaines à propos du scandale de Jeffrey Epstein. Ça aussi, c'est... Donc le FBI refuse de rendre public ce qu'on appelle le dossier Epstein, dans lequel figurerait la liste de toutes les personnes à qui il a fourni des filles, et dans la liste dans laquelle potentiellement il y aurait Trump, mais pas que, il y aurait sans doute aussi Bill Clinton, d'après ce qu'on comprend, le prince Andrew aussi. Donc, tant que le Congrès n'est pas en session, il ne peut pas voter pour déclassifier les dossiers Epstein. Donc il y a ça. Il y a aussi que les démocrates exigent c'est très compliqué. Là, au 1er novembre, je crois, est prévu, si le budget n'est pas voté, une augmentation assez drastique du prix de Obamacare. Vous vous rappelez, Obamacare, c'est la grande loi de santé d'Obama, où les gens payent c'est comme la Sécu, des cotisations au gouvernement fédéral, des cotisations publiques, pour payer leur assurance santé. Et les démocrates demandent à ce que les prix ne soient pas augmentés des cotisations. Et les républicains refusent. C'est sur ça officiellement que les négociations du budget ont achoppé. Ça fait 3 semaines que ça dure et rien ne se passe. Il n'y a même pas de négociation, Donc on est au point mort. Ce qui fait que d'ici quelques jours, les cotisations d'Obamacare, elles vont augmenter de manière très significative. Et là aussi, les démocrates se disent, quand les gens vont voir au 1er novembre sur leur compte en banque que les cotisations vont exploser, ils vont peut-être commencer à se mettre en colère contre Trump. Mais les démocrates, ça fait tous les 2 mois, ils se disent « Ah là, c'est too much, là, les gens vont se réveiller. » Bon, c'est toujours pas le cas. Une autre question. Moi, je voulais juste savoir par rapport à Ponty, est-ce que c'est lui qui a encore la main ou est-ce qu'il est bloqué par rapport à la dossier? Alors, ça aussi, c'est un feuilleton. Pendant le premier mandat, je n'ai pas parlé non plus, c'est vrai. Merci pour cette question. Le premier mandat, il avait été marqué, vous en rappelez sans doute, par la suspicion très forte que la Russie, les services russes avaient été intervenus dans la campagne de 2016, en particulier pour hacker les emails des démocrates et pour, avec des bots, manipuler des pages Facebook, tout ça, pour faire de la propagande pro-Trump. Il y a eu une grande enquête en 2017-2018 du FBI qui a refusé de conclure, en fait. Qui a dit qu'il y avait des grandes suspicions, mais que, comme Trump n'avait pas voulu témoigner, on ne pouvait pas être sûr. Mais depuis lors, la suspicion, c'est que Trump est tenu par Poutine. Alors, la théorie du complot, moi j'y crois très moyennement, mais la théorie du complot, c'est que Poutine fait chanter Trump, qu'il a des infos sur des infidélités, des escapades sexuelles ou quoi. Et que Trump a peur et donc qu'il obéit à Poutine. À la limite, j'aimerais bien que ce soit ça l'explication. Moi, je pense que plus prosaïquement, Trump, il admire Poutine. Parce que c'est un modèle politique pour lui. Voilà. Et qu'il n'a pas besoin qu'il y ait du chantage pour envier Poutine. Quand je parle des démocraties illibérales, la Russie n'est même plus une démocratie illibérale, hein. Mais la façon dont Poutine gère la Russie, je pense que c'est le rêve pour Trump de gérer les États-Unis. Et il aime... il y a aussi une sorte de culte de la masculinité, que je pense qui est très présent aussi. Poutine, c'est l'homme en charge, quoi. Pour le coup, qui se monte torse nu, qui fait du sport, qui tient son pays d'une main de fer. Et Trump, s'il pouvait, il ferait ça. Et donc, chaque fois qu'il lui parle à Poutine, il est intimidé. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui intimident Trump. Franchement, je pense qu'il y en a 2. C'est Poutine et le roi d'Angleterre, ou avant la reine. Mais là, la reine d'Angleterre, c'était l'aspect
les carrosses, la couronne, voilà. L'aspect bling-bling, ça l'intéresse. On a vu quand il y a quelques semaines, il est allé à Londres, il a adoré quoi, manger à Windsor, tout ça, la promenade en carrosse, il a kiffé. Donc il aime ça, par goût du bling. Et il aime Poutine par admiration sincère. Et donc, chaque fois qu'il parle à Poutine, c'est ce qu'on a vu. C'est la catastrophe pour Zelensky. Parce que il parle à Zelensky. On sent que des fois, Zelensky arrive à l'arrimer du côté des démocraties. Et puis, il suffit d'un coup de fil de Trump pour que tout s'effondre. Et il est de Poutine pour que de nouveau, il dit ok, pas de missiles, faut un accord de paix, vous devez abandonner les régions déjà conquises, etc., etc. Et Poutine, Poutine, qui est lui aussi brillant, est un maître manipulateur. Il le sent et il manipule Trump comme une marionnette et il le fait hyper bien. Et là, c'est pareil, il n'y a personne autour de Trump pour lui dire « Vous êtes en train de vous faire avoir ». Moi, j'ai toujours pensé qu'à un moment ou à un autre, il y aurait des généraux ou la CIA qui allaient venir le voir pour lui dire « Non ». Mais à la CIA, c'est pareil. Il a mis un factotum à la tête de la CIA et en interne, alors j'imagine qu'il y a plein d'espions américains qui crisent, mais au sommet de la CIA suit. Quand Poutine cet été, il est venu à le sommet qu'il y a eu sur une base en Alaska, c'est aberrant. On ne peut pas faire venir Poutine sur une base américaine, une base militaire américaine. Vous imaginez tous les espions qu'il devait y avoir autour de lui, tous les trucs les machines ou les logiciels de renseignement qu'il y avait dans l'avion qui est resté plusieurs heures sur la base, tout ce qu'ils ont dû récolter comme data, les Russes, pendant cette mini-sommet. Voilà. Et ça, c'est fait. Donc, oui, je pense qu'il y a de l'admiration sincère. Il y avait une question. Oui. Je change de sujet. Qu'en est-il dans la réalité de la perte des cerveaux des scientifiques et de la perte d'accréditation des journalistes, de la culture, tous ces aspects-là aussi qui sont graves quand même? Oui, quand j'ai parlé de purge, c'est vrai que j'aurais pu parler aussi de purge dans le milieu universitaire, par exemple. Parce que Doge, avec Musk, a aussi démantelé beaucoup de programmes de recherche. Kennedy, au ministère de la Santé, démantèle aussi beaucoup de programmes de recherche médicale. Ça, c'est une immense perte pour les États-Unis, parce que quand on parle aux collègues américains, c'est des milliards qu'ils ont perdus. C'est parce que souvent, la recherche aux États-Unis, c'est des partenariats publics-privés, donc je dis n'importe quoi, mais Harvard, donc les grandes facs, ont des dons privés qui participent de la recherche, avec des mécènes par exemple, mais souvent c'est dollar pour dollar. C'est-à-dire que si des mécènes donnent $10, le gouvernement fédéral va donner aussi $10. Donc ça s'appelle des matching funds, des fonds qui correspondent, quoi. Bon, donc c'est vraiment de la recherche publique-privée, qui fonctionne très bien. Je sais que ça aussi c'est un gros mot en France, mais bon. Bon là, les fonds publics sont en train de dégringoler. Alors, à la limite que ça dégringole dans là aussi, dans les facs de sciences humaines. Bon, pourquoi pas. Mais ça... Non. Je peux comprendre, c'est-à-dire que c'est pas compliqué de convaincre des Américains pour leur dire « Allez, on s'en fiche des gender studies, c'est pas grave, on survivra sans. » Mais les démantèlements de la recherche touchent aussi la recherche pour Alzheimer, le cancer, Parkinson, enfin des maladies qui touchent tout le monde, y compris des républicains. Et donc, semble-t-il, beaucoup de chercheurs américains ont perdu leur crédit. Alors, certains, il y a un brain drain, une fuite des cerveaux. Certains tentent de venir en Europe. Alors, moi, je dis ça parce que, par exemple, à Toulouse, l'université de Toulouse a fait un programme qui s'appelle Safe Science in Toulouse, je crois. Et l'été dernier, on a accueilli 5 ou 6 chercheurs américains. C'est pas beaucoup, mais bon, on n'a pas d'argent non plus. Et d'ailleurs, ça a fait grincer parce que moi, mon labo, par exemple, a eu une candidature pour faire venir une historienne spécialiste de l'histoire des Noirs aux États-Unis. Elle nous a dit, elle a candidaté, elle a dit, elle venait de l'Oregon, que dans sa fac, je veux bien la croire, dans sa fac, maintenant, il y a des étudiants qui enregistrent ce que disent les profs.
qui le mettent en ligne. Et si les profs sont trop woke ou trop pro-noir ou anti-Trump, donc ça devient viral et ils se font au mieux taper sur les doigts, au pire virer. L'influenceur qui s'est fait assassiner il n'y a pas longtemps, Charlie Kirk, c'était ça sa spécialité. C'était aller voir dans les facs américaines et trouver les profs trop woke ou trop gauchistes. Et donc elle me dit, parce que j'ai beaucoup échangé avec elle, elle m'a dit, et moi et d'autres collègues, on a peur. On veut partir. Et donc elle a candidaté pour venir à l'université Toulouse-Jean Jaurès. Bon, finalement, elle n'a pas été recrutée, il y a eu des entretiens, tout ça. Mais je dois dire qu'en interne, moi et d'autres collègues, on a dit, c'est génial, mais parce que si elle avait été prise, voilà, elle aurait eu droit, je crois, à 2 ans, 2 années sabbatiques payées comme une prof française et avec, je ne sais plus quelques milliers d'euros pour continuer à faire sa recherche. Mais génial, mais moi j'ai 0. D'où vient cet argent? Pourquoi on devrait aider les Américains qui s'enfuient quand on a peanuts pour nous-mêmes, chercheurs français? Donc les chercheurs, ils partent un tout petit peu en Europe, mais je pense qu'ils déchanteront très vite, parce que quand ils verront qu'on n'a même pas d'imprimante qui fonctionne. Par contre, ils vont en Chine. Voilà. En Chine, les facs chinoises, elles ouvrent grand leurs portes à tous ces chercheurs. Et ce qui fait qu'en particulier, pour tous les programmes les plus prometteurs du style utiliser justement la technologie ARN messager du vaccin contre le Covid pour lutter contre le cancer. Il y avait, jusqu'à l'année dernière, il y avait des programmes très très avancés dans les facs américaines qui sont quasiment stoppés net. Mais il y a un tel potentiel financier aussi que les grandes entreprises pharmaceutiques, elles partiront en Asie, bien sûr. Encore deux questions. Oui, pour moi, une question. Le monsieur Trump en question, finissant 2e mandat, même s'ils n'ont pas été attachés l'un avec l'autre, peut-il demander un 3e tour? Ça, c'est la 2e question à $1 million. Bien sûr, c'est la crainte que tout le monde a. Alors, dans la Constitution, il est dit explicitement que une personne ne peut pas être élue à plus de 2 mandats, consécutifs ou pas. Ça, on s'en fiche. Donc là, il a été élu à 2 mandats, il ne peut pas se représenter. Sauf que, on le sait très bien, il n'arrête pas de faire du teasing pour dire un 3e mandat, peut-être que je vais me représenter en 2028. Il s'est fait des casquettes Trump 2028. Il a donné à Zelensky, je crois qu'il a donné à Macron la dernière fois que Macron est allé à la Maison-Blanche. Il lui a donné une casquette Trump 2028. Alors bien sûr, c'est de la provoque parce qu'il sait que les anti-Trump tremblent à cette idée-là. Mais dans les faits, ce ne serait pas totalement impossible. Ce qui pourrait faire une sorte de manip qui serait constitutionnelle, c'est, donc on revient à votre question tout à l'heure, en 2028, il dit à Vance d'être candidat, avec Trump vice-président. Donc le ticket, ce ne serait pas Trump-Vance, ce serait Vance-Trump. Vance est élu, et une fois à la Maison-Blanche, il démissionne, et Trump est promu de vice-président à président. Et voilà, 3e mandat, tout en respectant la Constitution. J'ai une question sur son appétit de s'agrandir au Canada et l'Alaska. Oui, alors l'Alaska c'est déjà américain. Oui. Alors quand dans ma liste j'ai parlé de la fin des alliances, effectivement des alliances militaires, quelque part l'exemple le plus spectaculaire de ça, c'est cette agressivité de Trump contre le Canada, qui laisse songeur parce que le Canada pour le coup. Enfin, c'est un peu comme, je sais pas insulte les personnes, mais c'est un peu comme l'Andorre par rapport à la France, quoi. C'est un pays frontalier qui pose pas problème, qui est complètement intégré, qui est sympa, qui est culturellement hyper proche, qui est un bon partenaire économique. Bon, les Canadiens, ils ont rien fait pour mériter cette hostilité. Ils sont sympas. Mais, enfin, ils n'ont pas trop le choix en même temps, parce que le Canada
est conscient qu'économiquement, c'est une succursale des États-Unis. Enfin, si vous regardez la carte du Canada, je crois que c'est 90% de la population, elle vit le long de la frontière des États-Unis. Donc économiquement, ils sont avec le Mexique, grâce à l'ALENA, partenaire économique de choix des États-Unis. Le Canada, c'est une pétromonarchie. Le premier fournisseur de pétrole des États-Unis, c'est le Canada, avec en particulier des schistes bitumineux de l'Ouest canadien. Donc le Canada, c'est un pays riche grâce à son pétrole, mais c'est les États-Unis qui achètent le pétrole. Donc les Canadiens savent ça, qu'ils dépendent des États-Unis. Militairement aussi. Le Canada, il est, par exemple, tout le monde le sait, sous le... enfin, c'est pas dit, mais il est sous ce qu'on appelle le parapluie nucléaire américain, par exemple. Donc il est protégé par les États-Unis. Ils le savent, le Canadien, et ils se contentent de manière très satisfaite de cette sorte de situation subalterne. Et de se voir agressé comme ça, là aussi, c'est un vertige ontologique pour les Canadiens. Enfin, moi, j'ai ma belle famille canadienne, ils ne comprennent pas, quoi. C'est d'une injustice folle. Et en fait, c'est des gens gentils qu'il ne faut pas pousser trop loin, quoi. Et en fait, ça a provoqué une réaction nationaliste chez les Canadiens, insoupçonnée. Et les Canadiens, ils sont fâchés. Et et c'est assez spectaculaire, un Canadien fâché. Donc, Carney, le Premier ministre canadien, il a dit, OK, on va trouver des alliés, des partenaires ailleurs, donc en Europe par exemple. Ils font partie du Commonwealth. Les Canadiens, ils sont très fiers d'avoir Charles comme roi, justement. Et le fait que Charles a reçu Trump il n'y a pas longtemps à Windsor, ça faisait partie de ça, pour dire pas touche au Canada. Donc, c'est pas que les Canadiens qui sont fâchés, c'est les Britanniques. Et donc, alors, tu reviens à l'armée. Qui peut croire une seconde que les militaires américains aimeraient envahir le Canada? Voilà, c'est aberrant. Donc, Trump s'est un peu calmé sur cette question-là. Je pense que donc, le roi Charles a fait son job en interne. Carney, donc le nouveau Premier ministre qui a remplacé Trudeau, a aussi montré qu'il n'allait pas se laisser marcher sur les pieds. Et donc Trump l'a mis un peu en sourdine. Mais je suis sûre que c'est une ambition qu'il n'a pas, au fond de lui, abandonnée. On va s'arrêter là en remerciant